Bonjour à tous, donc cette vidéo pour aborder les isomorphismes. On a commencé un petit peu à expliquer en classe ce que c'était, et puis aussi toutes les variantes qu'on trouve autour, endomorphisme, automorphisme, etc. Mais on n'est pas allé plus loin. Donc justement, le but de, de ce tuto-là, ce sera déjà de répéter quand même un petit peu ce que c'est, et ensuite de voir ce qu'on peut voir autour de ça, notamment en termes d'opération. Donc on verra que la composée de deux isomorphismes reste un isomorphisme. Également la réciproque, puisque qui parle d'isomorphisme parle donc d'une application qui est bijective et qui donc admet une application réciproque. Donc voilà, on va être amené à montrer tout ça. Et ensuite, on commencera aussi à voir comment on peut caractériser les isomorphismes d'une autre manière. Donc voilà, ça on l'abordera à la fin du tuto. Et vous aurez d'ailleurs un autre tuto, j'ai coupé en deux parce que sinon ça faisait trop long, où vous verrez justement la fin de l'histoire. Et puis aussi seront abordés ce qu'on appelle les espaces isomorphes dans la vidéo suivante, ainsi que le rang d'une application linéaire. Voilà. Donc tout un programme, mais on va bien y arriver. Normalement, on avait bien posé les bases de tout ça, donc il n'y a pas de raison. Alors, donc, on avait dit que ce qu'on appelait un morphisme, déjà, c'était donc une application linéaire d'un espace vectoriel dans un autre. Donc ça, bon, c'est vrai que souvent on dit application linéaire, mais on avait bien expliqué justement que c'était bien la même chose, morphisme et application linéaire. Et donc là, on va aborder du coup les morphismes un peu plus particuliers. Donc notamment les endomorphismes, on avait dit que finalement c'est pas bien compliqué là pour le coup. Endo, ça veut bien dire dans lui-même, hein, donc d'un espace vectoriel dans lui-même. Donc quand j'ai un morphisme, donc là en fait c'est morphisme plus le fait que l'espace de départ soit égal à l'espace d'arrivée. Hein, en gros, c'est ça. L'isomorphisme, justement, c'est surtout ça dont il va être le sujet aujourd'hui, dont va être le sujet aujourd'hui, pardon. Donc c'est une application linéaire qui n'est pas forcément un endomorphisme, donc E peut tout à fait être différent de F. En revanche, ce sera bijectif. Donc là, c'est linéaire, du coup, morphisme plus bijectif. Donc c'est un morphisme bijectif. Les automorphismes, on en parle un petit peu moins, mais en même temps, ils sont toujours cachés derrière les isomorphismes, puisque finalement, ce sont des isomorphismes qui sont aussi des endomorphismes, c'est-à-dire que ce sont des isomorphismes d'un espace dans lui-même. Donc là, c'est morphisme plus E égale F, donc ça fait endomorphisme, plus bijectif. Donc en gros, il cumule les propriétés des deux précédents. Voilà, donc ça c'est pour le vocabulaire. Après évidemment on a les notations qui vont bien, hein, qui vont avec. Donc ça on avait évoqué aussi déjà L de E quand il n'est pas précisé l'espace d'arrivée, c'est que c'est le même que l'espace de départ. Isom EF, donc bon ça se comprend bien là je pense pour le coup, ce sont les isomorphismes de E dans F. Et hôte de E, les automorphismes, bon là comme l'espace d'arrivée est le même que l'espace de départ, bon hôte de E. Ou bien GL2E. Alors on verra que ça c'est un peu plus utilisé dans la version matricielle des endomorphismes. On en parlera dans le 12b notamment, dans le chapitre suivant. Mais du coup, ça peut aussi être utilisé en dehors des matrices. Donc on peut aussi dire GL2E. En fait, c'est groupe linéaire. Voilà, on en reparlera de ça. Donc c'est l'ensemble des automorphismes. Bon, tout ça, c'est surtout du vocabulaire. Et donc, on en arrive du coup à tout ce qu'on peut faire, enfin tout, c'est pas exhaustif, hein, mais à quelques, quelques petites choses qu'on peut déjà dire sur les isomorphismes en termes d'opération. Donc, alors déjà, juste, je vais quand même bien, que ce soit bien net, donc je vais souligner, pardon, justement les deux propositions qu'on va démontrer maintenant. À savoir donc que si j'ai F et G qui sont des isomorphismes avec les espaces cohérents, c'est-à-dire que j'ai F de E dans F et G de F dans G, c'est-à-dire que les deux isomorphismes peuvent se suivre dans une composition, alors G rond F, justement, sera lui aussi un isomorphisme, évidemment avec les bons espaces, donc de E dans G. Donc on récupère l'espace de départ de F et l'espace d'arrivée de G, qui est la dernière fonction à être appliquée. Voilà, donc ça, on va le démontrer. Alors attention, juste une petite précision. En fait, ça a déjà été démontré quand vous aviez fait les fonctions, les applications de façon générale, pas forcément linéaire. Normalement,
Oui, c'est ça. Vous aviez déjà démontré, alors ce qui manque, c'est la linéarité, mais en fait, on l'a déjà démontré aussi. C'est-à-dire qu'on a déjà vu c'était c'est au début du chapitre, dans le grand 1, quelque chose. On a déjà démontré que si f et g sont linéaires, alors g rond f est linéaire, avec les bons espaces, bien sûr. Donc c'est un morphisme. Et donc bien avant dans l'année, vous aviez déjà démontré que si j'ai f et g qui sont bijectives, avec les bons espaces toujours, g rond f est encore bijective. Autrement dit, on a déjà tout démontré pour affirmer cette proposition. Cependant, moi je vous propose quand même de vous montrer une preuve qui est adaptée donc, au contexte des applications linéaires, qui est donc, qui est en fait, une transposition de celle que vous avez vue déjà, hein, mais, version application linéaire et c'est intéressant parce que, bah, finalement encore une fois, ça pourrait ressembler à un petit exercice. Donc je vais quand même vous montrer, ce que ça pourrait donner. Alors je refais pas en revanche, la partie morphisme puisque ça a déjà été fait déjà dans ce chapitre, donc, enfin ce serait vraiment la même chose là pour le coup. Donc moi, je vais vous démontrer du coup le fait que si f et g sont bijectives, alors g rond f aussi. Et donc c'est bien un isomorphisme. Mais là, en prenant en compte le fait déjà qu'elles sont linéaires, autrement dit, en utilisant les outils qu'on a dans ce chapitre-là. Enfin, ce que j'entends là-dedans, par là, c'est que pour montrer qu'elle est injective, enfin donc bijective, c'est-à-dire injective et surjective, par exemple, je vais utiliser le noyau, et pour montrer qu'elle est surjective, l'image, ce que vous n'aviez pas fait évidemment quand vous avez démontré ça avec des fonctions quelconques. Cela dit, on pourrait très bien le faire aussi pour les applications linéaires. Voilà. Mais c'est intéressant de voir cette version. Alors, donc déjà j'ai enlevé la règle qui est en plein milieu et je vais écrire la preuve ici. Donc là, c'est le 2a. Voilà, et donc c'est la preuve de la proposition. Il n'y a qu'une proposition, donc j'ai pas besoin de préciser, celle qu'on vient de voir. Alors, donc G rond F est un morphisme, ça on l'a déjà démontré, comme je disais. Donc on a F de E dans F, morphisme. Alors je sais que c'est en fait un isomorphisme, hein, mais pour le tout début de la preuve, j'ai juste besoin de morphisme. G de F dans G, morphisme. Donc, G rond F est un morphisme, ça a déjà été montré. Donc voir, je vais mettre début du chapitre, quoique là, attendez, je peux le retrouver en fait. Il faut juste que je remonte la page. C'était par là. Non, c'était pas là, pardon. Je me trompe de page. C'était plus haut. Voilà, c'était exactement là. Donc c'était le 1 de B. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir préciser bien de quoi on parle. Donc déjà, vu dans 1 de B. Donc du coup, il nous reste à montrer que G rond F est bijective, puisqu'on sait déjà qu'elle est linéaire et en plus elle a les bons ensembles. Donc du coup, montrons que G rond F de E dans G, du coup, est bijective. Du coup, on va commencer par montrer que G rond F est injective. Donc injectivité déjà. Et on va retrouver des arguments, enfin, c'est somme toute assez... Enfin, c'est présenté différemment, donc vous verrez peut-être pas le lien. Mais bon, en réalité, il y a un lien avec ce que vous aviez déjà montré, hein. Alors, donc ici, nous, on va le montrer avec le noyau. Du coup, on va essayer de montrer que le noyau de G rond F est réduit à l'élément neutre, ce qui nous assurera que G rond F est injective, d'après la caractérisation qu'on a déjà vue par ailleurs, qu'on avait déjà démontré. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau de G rond F? Eh bien, donc, il y a les éléments de l'ensemble de départ qui annulent G rond F. C'est ça le noyau, c'est donc les antécédents de l'élément neutre. Bon, du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, G rond F, c'est G de F de X. Donc ça veut dire que si je fais G de quelque chose égale à 0, donc le quelque chose en question, il est dans le noyau de G. Donc là, je peux dire que ce sont les X appartenant à E, tels que F de X appartient au noyau de G. Or, je sais déjà que G, parce que je ne l'ai pas écrit au début de la preuve, mais on suppose que F et G appartiennent, enfin que ce sont des isomorphismes, le premier dans F et le deuxième de F dans G. Donc on sait déjà qu'elles sont toutes les deux injectives et toutes les deux surjectives. Donc si je sais que G est injective, c'est que je sais que dans ker de G, il n'y a que le 0 de son ensemble de départ, c'est-à-dire de F. Bon,
Et donc, du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que f de x, il vaut forcément 0, le 0 de f. Et donc, ça veut dire que x, il est tel qu'il annule f. Autrement dit, il est dans le noyau de f. Donc, c'est l'ensemble des éléments du noyau de f. Et le noyau de f, comme f est injective, c'est exactement l'élément neutre de l'ensemble de départ de f, c'est-à-dire l'élément neutre de E. Donc, il y a deux endroits où on a utilisé l'injectivité. En fait, c'est donc de là à là. Donc là, on peut dire car G injective. Et de là, non, pas ici, pardon, de là à là, c'est car F injective. Voilà, donc effectivement, j'ai le noyau qui est réduit au neutre, donc G rond F est injective. Vous voyez, c'est une preuve qui marche bien, qui n'est pas très difficile, qui est intéressante. Ensuite, la surjectivité, un petit peu la même idée, sauf que forcément, c'est pas la même chose qu'on veut montrer, donc on va pas le faire pareil. Donc, im de G rond F, j'écris ce qu'il y a dedans, puis je vais voir, après je vais le travailler. Donc, dans les images dans l'espace image de G rond F, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les images de G rond F, autrement dit, les G rond F de X avec X appartenant à E. Sauf que G rond F de X, justement, ça s'écrit aussi G de F de X avec X appartenant à E. Et F de X, c'est quoi? C'est Y appartenant à im F. Je peux l'appeler Y. On sait que ça appartient à im F puisque c'est l'image d'un élément de E par F. Donc ça appartient bien aux images, enfin c'est bien l'image de F par F, quoi. Et je sais aussi que F est surjective. Donc je peux affirmer que ce im F, il est égal à l'ensemble d'arrivée grand F. Donc là, j'utilise car F surjective. Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est que là-dedans, il y a quoi? Il y a les G de Y, avec Y appartenant à grand F, en fin de compte. Puisque dans le précédent, on avait f de x avec x qui balayait tout E. Donc, on balayait avec f de x tout l'ensemble im de f. Im de f, c'est grand F, donc ça revient bien à écrire ce que je viens d'écrire là. Et bien ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ensemble des images de G, en balayant bien tous les éléments de F. Donc, j'obtiens exactement tout ce qui est dans l'image de G. Or, G est surjective, donc l'image de G, c'est G. Donc là, on peut dire aussi car G est surjective. Voilà, et donc du coup, on a bien démontré que G rond F est injective et surjective, donc elle est bijective. Si elle est bijective et que c'est un morphisme, c'est bien un isomorphisme. Voilà, donc la preuve s'achève sur ce point-là. Bon, je pense que, enfin j'espère que vous êtes convaincus du coup de tout ça. Donc grosso modo, je donne pas spécialement d'exemple parce que je pense que ça se comprend assez bien. J'ai deux isomorphismes, s'ils se composent, c'est-à-dire si on a les bons espaces, je les compose, et quand je les compose, j'ai encore un isomorphisme. Donc ensuite, la fonction, l'application réciproque. Donc intéressant, puisque à partir du moment où j'ai une application qui est un isomorphisme, elle est bijective. Si elle est bijective, c'est qu'elle a une application, elle admet une application réciproque qui va donc avoir comme ensemble de départ l'ensemble d'arrivée de la fonction d'origine, et vice-versa pour l'ensemble d'arrivée. Donc on va avoir un isomorphisme de f dans E. Alors, de f dans E, du coup, on en est convaincu, puisque c'est l'application réciproque. En revanche, pourquoi ça va être un isomorphisme? Ça, on va le démontrer. Donc, on y va. Alors, je vais juste... Où est-ce que je vais le faire? Je pense que je vais le faire à côté. Donc là, c'est le 2b. Voilà. Donc, pareil, je ne réécris pas la proposition, vous l'avez. Et il n'y en a qu'une, donc pas d'équivoque. Donc nous, on part de f qui appartient... Donc soit f appartient à isome, c'est-à-dire que c'est un isomorphisme de E dans f, et je veux montrer que f-1, donc là, pas l'image réciproque, hein, mais bien la fonction réciproque, l'application réciproque, qui elle, donc, va forcément de f dans E, est un isomorphisme aussi. Alors pareil que tout à l'heure, pour montrer que c'est un isomorphisme, il va falloir montrer qu'elle est linéaire et qu'elle est bijective. Pour cette fois-là, on va commencer par bijective parce que c'est le plus facile. Parce qu'en réalité, quand vous prenez une fonction qui est bijective, sa réciproque, elle va nécessairement l'être aussi, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, je vais l'écrire d'ailleurs, j'ai f rond f-1 qui est égal à f-1 rond f qui est égal à l'identité. Donc ça rend f bijective, mais ça rend aussi f-1 bijective. Donc nécessairement, f-1 est bijective. Et nécessairement bijective.
elle aussi, et bien sûr de E dans F, de F dans E. Bon, ça c'est par définition d'une application réciproque, hein. Donc ça, bon, d'accord. Et donc il nous reste à vérifier, nous montrons que f-1 est un morphisme, c'est-à-dire que c'est une application linéaire. AL, je l'avais déjà dit, mais je le redis, hein, application linéaire. Donc, on commence à avoir l'habitude de démontrer ça. On va prendre donc comme d'habitude nos deux constantes, donc lambda et mu appartenant, là on n'a pas de corde de base imposée, donc on prend K. Et on va prendre y1, y2 appartenant à f carré. Puisque je rappelle que f-1, elle va de grand F dans E. Donc nous, on prend deux antécédents, enfin deux qui sont censés être des antécédents pour f-1. Et on va essayer donc de démontrer que l'image par f-1 d'une combinaison de ces deux antécédents est l'image, la combinaison des images de ces antécédents-là. Autrement dit, on veut montrer que, donc montrons que f-1 de lambda y1 plus mu y2 est égal à lambda f-1 de y1 plus mu f-1 de y2. Voilà. Et là, on est confronté à un petit souci parce que si on part vraiment brut de ce qu'on doit, donc la partie gauche, ou même de la partie droite, hein, d'ailleurs, de notre égalité, on est confronté au problème que finalement sur f-1, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est la réciproque de f. Donc on se dit, ce serait peut-être plus intéressant de pouvoir passer par f, de voir les choses sous un autre angle en fait, et de revenir ensuite aux informations sur f-1. Enfin, à une conclusion en tout cas sur f-1. Donc en fait, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va finalement, on va prendre l'image par f de tout ça, et utiliser plutôt les infos qu'on a sur f. Parce que sur f, on sait notamment quelque chose d'important, c'est qu'elle est linéaire, justement. Et c'est ce qu'on veut montrer pour f-1. Donc forcément, pour f-1, on ne peut pas l'utiliser. Donc en fait, ce qu'on va se dire, c'est que lui, si je l'appelle y et... non, pardon, pas tout ça, justement. Juste ça. Juste ce qui appartient à f. Donc si là, pardon, appartient y. Voilà. Ça, je l'appelle y et ça, je l'appelle x. Finalement, je veux montrer que f-1 de y égale x. Sauf que je sais quand même sur f-1 que c'est la réciproque de f, donc ça revient à montrer que y égale f de x. Et ça va être plus facile parce qu'on va pouvoir utiliser f, qui, elle, est déjà supposée linéaire. Donc c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va rédiger. Donc si on note x égale lambda f-1 de y1 plus mu f-1 de y2 et y égale lambda y1 plus mu y2, alors cela revient à montrer que f-1 de y égale x, autrement dit, que y égale f de x, puisque ça c'est parfaitement équivalent par réciprocité de la fonction f, de l'application f. Du coup, j'y vais, f de x égale, et là je me dis, c'est plus facile, je peux utiliser f, et mon but c'est d'arriver à montrer que ça fait y. Donc je remplace x par ce qu'il vaut, donc lambda f-1 de y1 plus mu f-1 de y2. Ça peut paraître un peu barbare, mais en fait on va bien s'en sortir, parce que là, cette fois, comme on sait que f est linéaire, on va pouvoir utiliser les propriétés de la linéarité, à savoir que le lambda et le plus, là, tout ça, ça va pouvoir être cassé, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va faire lambda de f-1 de y1 plus mu de f-1 de y2. Et là, j'utilise la réciprocité de nouveau de la fonction f avec f-1. Et je peux affirmer que ça fait y1. Donc ça fait y1 plus mu. Et lui, il donne y2. Et comme par hasard, tout ça, ça fait y, justement. Donc ça fonctionne bien, f de x égale y. Et donc si f de x égale y, par réciprocité, x égale f-1 de y. Et donc j'ai bien démontré ce que je voulais. Donc f-1 est bien linéaire. C'est bien un morphisme, autrement dit. Et donc, conclusion, f-1, et elle a les deux particularités qu'on voulait. Elle est linéaire et elle est bijective. Donc f-1 est de f dans E. Et donc f-1 appartient bien aux isomorphismes de f dans E. Donc voilà pour une application réciproque.
Voilà. Là non plus, j'ai pas, je suis en train de voir, j'ai pas prévu spécialement d'exemple. Après ça fait long quoi, hein, c'est ça le problème. Bon cependant, vous avez déjà rencontré, ce qu'on appelle une fonction réciproque. Bon, bah, là, c'est exactement la même chose, hein, sauf que ça va s'appliquer plus particulièrement à des fonctions qui ont cette particularité d'être linéaires. Mais bon, voilà, sinon à part ça, à part que bon, bah, on sait déjà à l'avance qu'elle sera linéaire, la réciproque, bon, c'est à peu près la même manière de faire, hein. C'est-à-dire qu'en général, on pose f de x égale y, puis on essaie d'obtenir x en fonction de y pour avoir l'écriture d'f-1. Voilà. Donc bon, ça, on verra sur les exercices de TD si on peut s'entraîner un petit peu là-dessus. Mais voilà, à part ce qu'on vient d'écrire là, finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf hein, dans les méthodes, dans les principes. Ce qui nous amène donc au grand 2, 3, donc la caractérisation des isomorphismes que j'évoquais tout à l'heure, dont j'ai pas dit beaucoup plus, mais voilà, dont je parlais tout à l'heure. Et on va commencer justement par un petit exemple, une fois n'est pas coutume, hein, on le fait souvent, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors en fait, on l'a déjà un petit peu évoqué, j'ai déjà préparé le terrain de tout ça, mais ça va permettre de bien poser les choses. Et en fait, vous verrez que ce qu'on va développer sur l'exemple, ce qu'on va découvrir, sans que ce soit une parfaite découverte, comme je vous disais, hein, sur l'exemple, en fait, ça va être généralisé ensuite sur la preuve, parce que forcément, on va généraliser ça dans la proposition qui suit, et on va la démontrer. Et donc, en fait, tous les principes qui ont été mis en place dans l'exemple seront retrouvés dans la preuve de façon généralisée. Donc, voilà, c'est en particulier pour ça qu'on fait l'exemple d'abord. Alors, pourquoi il ne veut pas se souligner, lui? Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc, la proposition, ça viendra après. Et d'ailleurs, on va même deviner ce qu'on est censé écrire là dans la proposition. Ce ne sera pas très dur à trouver. Voilà. Allez, faisons ça déjà. Alors, donc l'exemple. Et je pense que je rajouterai un petit exemple si je vois que c'est pas trop long. Donc l'exemple, donc on nous donne, assez classique, hein, on nous donne donc E qui vaut R, enfin qui est égal à l'espace R3. Et en fait, on va considérer une fonction qui va de R3 dans R3. Donc qui pourrait être, enfin qui serait éventuellement un endomorphisme, et puis on verra si ça peut être plus que ça. Oui, si je me souviens bien, oui, c'était ça. De R3 dans R3. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On considère donc que la base canonique de R3, alors je rappelle quand même à toutes fins utiles hein, que ce qu'on appelle la base canonique, ça veut dire que E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, enfin etc. Et lui c'est 0, 0, 1. La base canonique de R3 c'est celle-là et pas une autre. Donc en fait, en gros, on nous la donne. Hein. Et on prend donc trois autres vecteurs, y1, y2, y3, qui sont à l'écran là. Déjà, première chose, on demande de montrer que la famille formée par les y qui est une base. On verra pourquoi ça peut avoir son importance. Et ensuite, on considère la fonction, enfin l'application linéaire, l'unique, parce que ça, on avait déjà démontré qu'elle existait, qu'elle était unique, qui envoie les EI sur les YI, en gros. C'est-à-dire que tel que f de i soit égal à YI pour tout i. Et donc, dans ces conditions, on nous demande de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans imf, qu'est-ce qu'il y a dans kerf, et de faire des constatations. Voilà. En gros, c'est un peu vague, hein, mais c'est ça l'idée. Alors, donc déjà, pour montrer que la famille est une base, bon ça en fait c'est rapide, ça pose pas, on a déjà vu beaucoup de choses là-dessus qui nous aident. Alors déjà, première chose, je vais écrire où on en est. Donc là, on en est au 2, 3A. Et donc on en est à l'exemple du cours, celui qui est déjà écrit dans le cours. Je vais mettre du cours, pas un autre exemple. Voilà, et donc, si j'écris cette famille, Y1, Y2, Y3, rappelez-vous, on a vu la caractérisation des bases en dimension finie, on avait dit, si la famille, elle est déjà du bon cardinal, c'est-à-dire, quand je dis le bon, évidemment c'est vulgarisé, c'est juste pour dire que si le cardinal de la famille est déjà égal à la dimension de l'espace, ici c'est le cas, puisque l'espace est R3, qui est donc de dimension 3, et j'ai 3 vecteurs. Donc si j'ai déjà ça, pour montrer que j'ai une base, je n'ai qu'à montrer soit que la famille est génératrice, soit que la famille est libre. Pas besoin de montrer les deux. Donc là justement, en fait elle va être libre sans problème cette famille. Hein. Regardez les vecteurs là, je vais les mettre à l'écran. Voilà. On peut le montrer, je vais le faire, mais en fait ça se voit assez vite. Mais oui, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et donc on va montrer facilement qu'elle est libre, et comme elle est libre de cardinal 3, qui est la dimension d'R3, c'est une base. Voilà, alors déjà j'écris ça, et juste en dessous, je démontrerai pourquoi elle est libre. Donc, est libre
2 cardinal 3 qui est égal à la dimension de R3. Donc là, j'évoque vraiment, enfin j'invoque même la caractérisation des bases en dimension finie, hein. Donc, d'après cette caractérisation, f est bien une base de R3. Au même titre que la base canonique. Sauf que celle-là, elle est un peu plus, elle est moins évidente. Voilà. Eh bien, une base de R3. Voilà, et donc pour montrer, si on veut le démontrer, hein, qu'elle est libre, rappelez-vous, donc on pose lambda 1, lambda 2, lambda 3 réel, enfin nous, oui, lambda les réels. Donc réel, tel que lambda 1, y1, alors y1 c'était 1, 0, moins 1, pardon, plus lambda 2, 1, 1, 0, donc ça c'est y2, plus lambda 3, 1, 2, 3, égale à 0, 0, 0. Et l'idée, c'est de montrer qu'alors, lambda 1, lambda 2, lambda 3 valent forcément 0 et pas autre chose. Donc ça, bah, c'est équivalent au système, donc lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0. Et moins lambda 1 plus 3 lambda 3 égale à 0. Donc là, on se rend compte que sur les deux dernières lignes, lambda 1 et lambda 2 peuvent être écrits en fonction de lambda 3. Voilà, et on peut remplacer donc dans la première ligne lambda 1 et lambda 2. Après, on peut échelonner aussi, sinon, hein, ça marche très bien. Donc ça va nous faire du coup 3 lambda 3 moins 2 lambda 3 plus lambda 3, donc 2 lambda 3 égale à 0. Ce qui veut dire que lambda 3 vaut forcément 0. Et si lambda 3 vaut 0, eh ben on va forcément avoir lambda 2 égale à 0 et lambda 1 égale à 0. Et là, on n'a pas d'autre choix. Donc effectivement, il s'agit d'une famille libre et donc ce qu'on vient de dire fonctionne très bien. Donc c'est une base. Donc en gros, je veux envoyer une base sur une base. C'est important justement à comprendre pour la suite, hein. C'est pour ça que tant que j'y suis, à chaque fois au passage, je commente. Bon, alors maintenant, donc, pour la deuxième question qui était posée, on considère f, je vais l'écrire quand même, f, l'unique application linéaire telle que f de EI égale y. Et donc unique, et le fait qu'elle existe, d'ailleurs les deux, on avait vu ça dans le théorème du grand 1 5a. Donc si jamais vous ne vous rappelez pas du théorème, je vous laisse retourner le lire. Donc on nous demande image de f, quart de f. Alors commençons par image de f. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'image de f? Alors ça peut paraître plus compliqué parce qu'on ne nous donne pas l'expression. En même temps, on a vu, nous, justement dans le fameux théorème, que f est déjà déterminé à partir du moment où je donne l'image de tous les vecteurs d'une base, n'importe laquelle. Donc, normalement, j'ai pas besoin de l'expression de f pour vraiment arriver à m'en sortir. Alors, je pourrais chercher l'expression de f, on l'a fait, hein, donc ça aussi, je vous renvoie aux exemples qui ont été traités là-dessus. Je pourrais très bien chercher l'expression de f et ensuite faire im f car f. Ça marcherait très bien. D'ailleurs, on se rendrait compte que pour faire im f, ça reviendrait à chercher l'expression de f, donc bon, c'est quasiment la même chose. Mais ça marcherait très bien. Moi, mon but, c'est quand même de vous montrer ce qui est derrière de façon théorique pour après pouvoir, dans la preuve, gagner du temps et puis aussi gagner en clarté. Donc, vraiment, je vais jouer le jeu pleinement, c'est-à-dire que je ne vais pas aller calculer d'abord l'expression de f, même si, en fait, si on regarde bien, on verra qu'on la trouve au passage. Je vais vraiment calculer l'image de f avec les informations que j'ai, et vous allez voir qu'on s'en sort. Donc, l'image de f, c'est quoi? Ça contient f de u, alors j'appelle u parce que vous allez voir que x est déjà pris, donc u comme u vecteur en fait, hein. Donc u il a lui-même, il est dans R3, donc il a lui-même trois composantes que justement on appellera x, y, z. Donc là ça revient à dire les f de x, y, z avec, ce sont des accolades à chaque fois, hein, c'est juste que je les fais pas bien, avec x, y, z appartenant à R3. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image de f? Il y a ça. Il y a toutes les images de f possibles. Or, donc x, y et z, si je les écris dans la base B, et j'ai le droit, c'est la base qui a été donnée dans l'énoncé qui est la base canonique, j'ai tout à fait le droit puisque comme c'est une base, on sait que tous les vecteurs peuvent se décomposer sur cette famille-là. Et en plus, la base canonique, c'est la plus facile dans la mesure où justement,
tel que j'écris les coordonnées là, x, y, z, ben, c'est exactement les composantes que j'ai. Ça s'écrit pareil dans ma base. Autrement dit, je ne sais pas si je suis très claire, x, y, z, ça s'écrit aussi x, e1, plus y, e2, plus z, e3. Il y a une parfaite concordance, c'est d'ailleurs pour ça, enfin, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, en fait, hein, celles qui correspondent donc à ma base canonique, celles qu'on appelle les coordonnées cartésiennes au lycée, donc vraiment les plus basiques. Sinon, normalement, il faudrait préciser dans quelle base on travaille. Là, comme quand on écrit x, y, z, on n'a pas précisé, c'est qu'on est dans la base canonique, en fait, hein. Donc, le x, le y et le z sont les coordonnées du vecteur dans la base canonique. Donc, autrement dit, je peux l'écrire aussi comme ça, e1, e2, e3 étant les vecteurs de la base canonique. Bon, jusque-là, en fait, rien de fou. Donc, voilà, je vais quand même l'écrire. Donc ça, c'est x, y, z, écrit dans la base B, c'est-à-dire la base canonique. Souvent, on l'appelle plutôt C, d'ailleurs, cette base, comme canonique. Bon, ça, c'est un détail. Maintenant, je sais que f est linéaire, donc je peux écrire x, f de E1, plus y, f de E2. Tout ça, on l'avait déjà remarqué, en fait, hein. On avait déjà... justement, quand on avait cherché l'expression, en fait, on avait fait ça. Parce que c'est pareil. Voilà. Et donc, bah, finalement, je me rends compte que c'est une combinaison des y1, y2, y3. Et que finalement, bah, qu'est-ce que j'ai dans cet ensemble? J'ai toutes les combinaisons linéaires, hein, de y1, y2, y3, avec x, y et z qui peuvent valoir n'importe quoi dans R. Donc, bah, je peux dire que c'est vect de y1, y2, y3. Voilà, donc qui est imf? Bah, c'est justement le vect des y1, y2, y3. Autrement dit, le vect des images des vecteurs de base. Ce qui veut dire que, on l'avait déjà remarqué, que la famille des images des vecteurs de base, donc les f de xi, f de x1, f de x2, f de x3, qui ici sont y1, y2, y3, est génératrice donc de l'espace qui s'appelle imf. Bon, ça c'est toujours vrai qu'elle est génératrice. Là, en plus, nous on a démontré tout à l'heure que y1, y2, y3 étaient libres, et donc que c'était une base. Ce qui veut dire que vect de ça, comme j'ai trois vecteurs qui sont dans R3 et qui forment une base, ben le vect c'est justement R3. Ici. Puisque y1, y2, y3, il s'avère que c'est pas seulement générateur, c'est aussi libre, d'après ce qu'on a vu avant. Alors je peux l'écrire d'ailleurs, hein, car y1, y2, y3, ben, on avait vu que c'était une base, donc en particulier, pardon, elle était libre, donc pas seulement génératrice. Voilà. Donc du coup, bah, ici, on peut en déduire que... on ne nous le demandait pas ça, hein. Bon, tant que j'y suis, c'est pas grave, on va le dire. On peut en déduire que f est surjective, puisque j'obtiens que imf est égal à tout l'espace d'arrivée. Donc ça, je vais l'écrire à côté. Donc f est surjective. Du coup, alors ça, je vais peut-être pas l'écrire parce qu'on y reviendra dans la proposition, mais c'est important, c'est très important de le remarquer, et n'hésitez pas à l'écrire si besoin. On remarque donc que les f de EI, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les YI, forment une famille génératrice de IMF. Et du coup, si en plus cette famille-là est génératrice de tout l'ensemble d'arrivées, autrement dit si elle est aussi libre, parce que ça revient à ça aussi, c'est aussi une base, donc si elle est génératrice de l'ensemble d'arrivées, alors on va récupérer que f est surjective. Donc là, on commence à voir une partie de la proposition qui va arriver derrière. F va être surjective si justement les f de xi, enfin les f de EI ici, pardon, si les f de EI forment une famille génératrice de l'espace d'arrivée. Donc ici de f, hein, dans la proposition ça s'appellera f. Voilà, autrement dit, ça forme une... en fait j'ai dit une base, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'après ça va dépendre du nombre de vecteurs, donc je vais rester bien précise. Vraiment, si elle est génératrice de l'espace d'arrivée. Voilà. Parce que du coup, si on génère tout l'espace d'arrivée, ça reviendra à dire que imf est égal à l'espace d'arrivée. Et donc, c'est surjectif. Donc, c'est ce qu'on démontrera, qu'on généralisera tout à l'heure. Maintenant, voyons ce qu'on a dans le noyau. Ce sera d'ailleurs légèrement moins facile à démontrer, la généralisation, mais bon, l'idée, on va la voir quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le noyau? Eh bien, j'ai les vecteurs de R3 qui annulent F. Jusque-là, bon. Avec le 0 de R3, bien sûr, hein, c'est-à-dire 0, 0, 0.
Si je l'écris donc avec les composantes, ça me fait x, y, z appartenant à R3. Donc là, toujours écrit dans la base canonique en fait, hein. On ne précise pas, donc bon, ça revient à ça. Tel que x, y1 plus y, 2 pardon, plus z, y3 égale à 0. Et donc, j'essaie juste de trouver un argument efficace, rapide. Du coup, si je regarde ce qui se passe ici, comme je sais déjà que y1, y2, y3, dans ce cas-là, attention, dans ce cas-là, c'est une base de R3, donc en fait, en particulier, elle est libre, je peux en déduire directement que x, y et z valent 0, puisque c'est une propriété, enfin c'est la définition d'une famille libre, justement. Si elle est libre et que la combinaison vaut 0, c'est que les coefficients sont tous nuls. Donc là, comme je sais que y1, y2, y3 forment une famille libre, ça veut dire que forcément, x, y et z sont nuls. Et vice-versa, s'ils sont nuls, alors la combinaison sera nulle aussi. Donc en fait, on peut dire que c'est égal, parfaitement égal, au vecteur 0, 0, 0. Donc finalement, là aussi, ah oui, tant que j'y suis d'ailleurs, je peux en déduire que f est injective. Donc là aussi, on remarque que les f de EI, que si les f de EI, pardon, forment une famille libre de l'espace d'arrivée, donc si l'image des vecteurs de la base de départ forme une famille libre de l'espace d'arrivée, c'est ce qui se passe ici, hein. Si vous regardez y1, y2, y3, ce sont justement les f de EI. Ce sont les images des vecteurs de la base. Donc si ça forme une famille libre, alors je récupère que dans le noyau, il n'y a plus que 0 parce que c'est la seule combinaison qui peut amener à 0. Et donc, je récupère une fonction injective. Et c'est justement ce qui va être généralisé tout à l'heure. C'est le troisième point ou le deuxième point, je ne sais plus, dans la proposition, où on nous dit justement f elle est injective si la famille des images des vecteurs de base est libre, dans l'espace d'arrivée bien sûr. Voilà. Et ça marche dans les deux sens, donc ça on le démontrera. L'autre sens que là on ne l'a pas forcément montré, que vice-versa, en fait, si elle est injective, alors on a cette famille des images de vecteurs de base qui est libre. Voilà, bon, il nous manque juste ça là, dans cet exemple, mais toutes les idées sont là quand même. Donc on va généraliser tout ça. La conclusion, en tout cas pour l'exemple, je l'ai déjà faite, hein, enfin oui, le seul truc que j'ai pas dit, c'est que donc on a vu qu'elle est surjective, elle est injective, donc on peut en déduire que f est bijective. Et donc ça aussi, ce sera un des points dans la propriété, dans la proposition. Si on a donc les images des vecteurs de base qui forment une famille qui est une base de l'espace d'arrivée, donc en gros j'envoie une base sur une base, dans ce cas-là, je pourrais en déduire que f est bijective. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est écrit en premier dans la proposition. Et donc, j'en déduirai que c'est un isomorphisme, puisque f est déjà censé être linéaire là, hein, à chaque fois. Donc on a une fonction linéaire qui vérifie en plus ce que je viens de dire, et donc elle sera bijective, et donc elle sera un isomorphisme. Donc c'est assez fort quand même, hein. Alors, donc conclusion, f est bijective, et elle est bijective de R3 dans R3. Autrement dit, c'est pas seulement un isomorphisme, c'est même un automorphisme de R3. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas démontré qu'elle était linéaire. Ah oui, non, je suis bête, c'était supposé, puisque justement, on n'avait pas l'expression. Voilà, et alors tout à l'heure, je disais qu'on aurait pu trouver l'expression dans ce qu'on a fait. Et effectivement, ça se situe ici, là. Voilà, quand on a fait ça, il n'y a plus qu'à remplacer en fait y1, y2, y3 par leur valeur en tant que vecteur. Et on va voir apparaître un vecteur, donc 3 lignes, hein, avec des x, y, z, qui nous donne justement l'expression de f. Donc on l'a bien fait au passage sans vraiment l'exploiter. Bon, voilà. Donc on a vu un petit peu ce qui est caché derrière tout ça. Et donc, maintenant on va démontrer justement la proposition. Alors on va aller quand même la lire d'abord, mais j'ai déjà tout dit. Donc que nous dit cette proposition? Justement, je pars de E qui est un espace de dimension finie. Alors attention, ça ne marche que dans ce cas-là, puisque forcément il faut pouvoir partir d'une famille finie, donc d'une base qui a un nombre fini de vecteurs, et ça, pour ça, la condition c'est que E soit de dimension finie. Pas forcément le cas de F en revanche. Enfin en tout cas pour surjectif et injectif.
Donc après on prend f qui est linéaire, et donc si on considère b qui est une base de E, n'importe laquelle, hein, là dans l'exemple c'était la canonique mais c'est pas obligatoire, et on considère donc la famille des images des vecteurs de base, qu'on note f de b, qui donc n'est pas forcément une base, hein, attention, c'est toute la question là en fait. Et donc justement, cette application F, en plus on pourra dire qu'elle est surjective si et seulement si cette famille donc, est génératrice de F. Ensuite, donc ça on l'a dit, hein, je ne recommande pas encore puisque j'ai déjà expliqué pas mal de choses, après on va le démontrer. L'application linéaire est injective si et seulement si la famille f de b est libre, enfin est une famille libre, oui bon, on a déjà dit que c'est une famille, bon allez tant que j'y suis, est une famille libre de f, voilà, et c'est un isomorphisme si elle cumule les deux, c'est-à-dire qu'elle est à la fois génératrice, à la fois libre, autrement dit, si c'est une base de f. Et ça, c'est quand même assez fort, c'est pour ça que je referai quand même un exemple derrière, parce que du coup, si vous connaissez les images juste des vecteurs d'une base, donc imaginez votre espace, je sais pas, de dimension 4, dans la base vous avez 4 vecteurs, c'est pas très violent en fait. Non, voilà, on voit les 4 images, on peut calculer, même quand on a l'expression, on peut calculer les 4 images de ces vecteurs de base. Si les 4 images que j'obtiens forment une famille qui est elle-même une base de l'ensemble d'arrivée, ben c'est gagné, c'est bijectif. Et donc, comme a priori elle était déjà linéaire, puisque sinon on ne s'intéresserait pas forcément à ça, enfin oui, non, il faut quand même qu'elle soit linéaire, hein, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas évident pour tous, pour tous ceux qui m'écoutent, oui, oui, bon, évidemment, dans ce cas-là, elle est bijective linéaire, donc elle serait un isomorphisme. C'est pour ça que c'est vraiment une caractérisation, il s'agit bien d'équivalence, donc quand même on est en train de dire qu'on peut montrer qu'on a un isomorphisme avec juste le calcul de quelques images, et après vérifier que c'est une base ou pas. Donc bon, voilà, c'est quand même fort parce que on montre la bijectivité de toute une application après. Donc, du coup, la proposition qu'on va démontrer. Alors, juste une petite remarque sur la proposition. On ne démontrera pas directement l'assertion 3, puisque vous avez bien compris que si je montre que la 1 et la... Enfin, si je montre la 1 et si je montre la 2, par équivalence, j'obtiendrai la 3, puisque être un isomorphisme, c'est être linéaire, surjective et injective. Donc, du coup, je vais récupérer après les deux équivalences qui auront déjà été montrées dans le 1 et dans le 2 pour obtenir le 3. Donc en réalité, on ne démontre pas le 3 directement, il se déduit du 1 et du 2. Donc nous, on va démontrer le 1 et le 2. Alors allons-y, donc je vais me placer, je sais pas où, je vais me placer par là. Donc là, on est dans le... alors attendez, le 3... ça doit être 3, 1A, j'imagine. Non, n'importe quoi. Le 2, 3, 1. Ah, le 3, c'était pas le... Le 2, 3A, pardon. Donc 2, 3, A. Alors, donc les exemples, c'est bon. Et donc, c'est bien la preuve. On avait bien tout fait. Donc, preuve de la proposition. Là aussi, je précise pas laquelle. Il n'y en a qu'une dans cette partie-là. Donc, juste, je remets le contexte parce que quand même, on en a besoin. Et puis en plus, on n'a pas la proposition sous les yeux. Donc, on a appelé B une base, donc E1, EN, base de E. On a supposé que E est de dimension n, hein, c'est pour ça que la base, elle contient n vecteurs. On a supposé que f est linéaire de E dans F, et on appelle f de B donc la famille des images de chaque vecteur de la base. Et L, pour l'instant, c'est juste que c'est une famille de F. On n'en sait pas plus. Donc, premièrement, on va montrer que F surjective, c'est équivalent à F de B génératrice de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire de F. Bon, ça, c'est assez rapide. On va montrer l'équivalence directement. C'est assez rare, mais quand on peut, on le fait. On va pas démontrer les deux sens. On va démontrer directement parce qu'en fait, on l'a vu sur l'exemple tout à l'heure, ça tombait quasi tout seul. Puisque si j'écris donc imf, ça va vraiment être la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple, mais généralisé. Donc ça contient toutes les images par f, donc tous les f de x, avec x appartenant à eux. Et ces x, je peux les décomposer selon la base
EI, c'est-à-dire qu'ils vont s'écrire xi, la somme des xi EI avec i qui va de 1 jusqu'à n. Donc ça, c'est l'écriture d'un x, du x en question qui appartenait à E, qui lui-même avait une base E1, En. Et tous ces xi, ils sont pris, ce sont attendez, je vais écrire là. Ce sont des scalaires, hein, donc ils sont pris dans K chacun, et donc appartiennent à K puissance n. Voilà. Ensuite, j'utilise la linéarité de la fonction, donc je peux en déduire que ça, c'est la même chose. Ça aussi, on l'a fait dans l'exemple. N'hésitez pas à comparer pour bien comprendre ce qui se passe, hein, ceux qui en ont besoin. Voilà. Et donc là, je retrouve justement ce qui est censé être. Tout à l'heure, on les avait appelés les YI. Là, on les a pas appelés, me semble. Donc, je vais laisser f de i, c'est pas grave. En tout cas, ce sont les vecteurs de la famille f de b. Et on se rend compte que qu'est-ce qu'on a dans IMF finalement? On a toutes les combinaisons linéaires, puisque les xi sont quelconques, on a toutes les combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs de f de b. Autrement dit, on a vect de f de b. Voilà, et donc du coup, ça veut dire que f de b, déjà, elle est génératrice de IMF, pas forcément de grand F, attention. Voilà, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est génératrice, ça c'est la partie qu'on avait déjà remarquée, de IM de f. Mais IM de f, on ne sait pas si c'est égal à f. Et donc justement, nous, ce qu'on voudrait montrer, c'est l'équivalence avec la surjectivité de f. Donc maintenant, on n'a plus qu'à dire ainsi, mais f surjective, c'est équivalent à dire que IMF égale grand F. Et justement, c'est équivalent à dire que vect de f de b égale grand F. Donc ça, c'est vraiment d'après ce qu'on vient de calculer. Hein. Et si vect de f de b égale à grand F, ça revient à dire que f de b est génératrice de grand F, pas seulement de IMF. Donc effectivement, f est surjective à la seule condition que f de b soit génératrice de l'espace d'arrivée. Voilà, donc intéressant. Maintenant, deuxième démonstration, où là on va légèrement plus charbonner parce qu'on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas démontrer l'équivalence directement, on fera les deux sens, mais ça devrait bien se passer quand même. Donc montrons que f injective est équivalent, lui, à f de b libre dans E. Dans F, pardon. Dans F. Alors, donc, quel sens on va faire en premier? On va faire celui-là. Donc, supposons que f de b soit libre dans F. Soit une famille libre de F. Bon. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que F est injectif, donc on veut montrer que le noyau de F est réduit au neutre. Très bien. On se lance. Donc si je veux montrer qu'il est réduit au neutre, on a déjà fait ça plein de fois, je prends un élément qui est dans le noyau, puis je vais montrer que forcément il est nul. Et du coup, ça voudra dire que le noyau est inclus dans l'ensemble où il n'y a que le neutre. Et comme le contraire est forcément vrai, puisque le noyau est un sous-espace vectoriel, j'aurai l'égalité. Voilà. Donc je prends un élément dans KRF. Alors, soit x appartenant à KRF. Je peux, même qu'il appartienne à KRF ou pas d'ailleurs, je peux dire que x s'écrit, parce qu'on sait quand même que E1, E2, En est une base de E. Et x, il appartient à E, c'est inclus dans E, ça, KRF. Donc du coup, je sais que x s'écrit la somme de xi avec des xi que je ne connais pas, mais dont je sais qu'ils appartiennent chacun à k. Ça, j'ai le droit de l'écrire. Puisque les EI forment une base de E, et que X appartient à E. Donc, ils se décomposent bien, ça j'en suis certaine, puisque c'est une base, sur cette famille de vecteurs qui sont les EI. Bon, très bien. De plus, comme je sais que X appartient à KRF, je sais que f de x, c'est égal au neutre de f, donc à 0. Je vais dire 0, parce que ce sera plus rapide, mais on sait que chaque fois, c'est ou le 0 de f ou le 0 de E. Et donc, par linéarité de la fonction f, enfin de l'application f,
je peux dire que j'ai la somme des xi f de ei qui est égale à 0. Et rappelez-vous tout à l'heure dans l'exemple, en fait, c'est la même chose qui s'est passée, hein. C'est-à-dire qu'on a considéré les éléments qui étaient dans KRF, et même principe, à un moment, on s'est retrouvé avec une combinaison qui s'annulait, et c'est là qu'on a invoqué la liberté des YI qui étaient en fait les F de EI. Donc on arrive bien à la même situation. Alors, donc justement, là, on peut dire que F de B est libre, donc, comme dans l'exemple tout à l'heure, parce que c'est le sens qu'on a utilisé tout à l'heure, hein. Or, F de B est libre, donc, quel que soit I appartenant à 1n, donc pour tout I entre 1 et n, les xi sont nuls, par liberté de la famille. Et si tous les xi sont nuls, ça veut dire que toutes les composantes de x sont nulles, donc x, bah, il est nul. X, c'est forcément... Oui, alors là, je vais bien préciser quand même. Xi, oui, c'est bon, voilà. Xi, en revanche, on est dans le cas, donc c'est pile 0. Voilà. Et donc x, lui, on peut en déduire que c'est le neutre de E. Puisque toutes ces composantes, si vous voulez, toutes ces coordonnées dans la base EI sont nulles. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que si je prends un élément dans le noyau, alors il est nul. Donc, ça veut dire que le noyau est inclus dans l'espace réduit au neutre. Et donc, comme je vous disais, comme l'autre implication, elle est de toute façon immédiate, on récupère l'égalité sans problème. Et donc, F est injective. Donc, on a un sens. Si la famille des images des vecteurs de la base est libre, alors la fonction est injective. Maintenant, montrons l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va supposer que f est injective. Donc supposons f injective. Et nous, on veut montrer que f de b est libre. Donc je vais quand même l'écrire. Montrons que f de b est libre. Et on va commencer comme on le fait chaque fois pour montrer qu'une fonction, enfin pardon, qu'une famille est libre. On va donc partir de lambda i. Donc soit lambda i, on en prend n puisqu'il y a n vecteurs, tel que donc la somme des lambda i f de ei soit nulle. Voilà. Et on va essayer de montrer qu'alors tous les lambda i sont forcément nuls. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la somme des lambda i f de ei s'annule? Donc, pareil, je peux utiliser la linéarité de la fonction. Donc, je peux en déduire que la somme des lambda i ei est nulle. Voilà. Et à ce moment-là, je peux donc en déduire que la somme des lambda i ei, elle appartient au noyau de f, puisque annuler la fonction, ça veut dire appartenir au noyau. Donc justement, j'appartiens au noyau de f, et comme je sais que f est injective, je peux dire directement que le noyau, lui, dedans, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que le neutre de E. Donc car f est injective, ça je peux vous l'écrire. Voilà. Et donc ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que forcément, la somme des lambda i ei est réduite au neutre, elle aussi, enfin c'est-à-dire qu'elle est forcément égale à 0. Et comme les ei forment une base, en particulier c'est une famille libre, je peux en déduire que quel que soit i entre 1 et n, les lambda i sont nuls. Autrement dit, j'ai donc une famille libre, puisque c'est exactement la définition. En fait, je suis en train de me dire, je n'ai pas fini, mais si, j'ai fini. Puisque ça revient bien à dire que tous mes lambda i sont nuls, donc dans ma combinaison de départ, la seule façon d'obtenir le neutre, c'est d'avoir les lambda i nuls, et donc j'ai bien la famille des vecteurs concernés qui est libre. Donc j'ai plus qu'à écrire la conclusion, ce qui permet de conclure que f de b est libre. Voilà. Donc vous voyez, la preuve, elle n'est pas non plus si terrible que ça. Alors bon, c'est sûr, il y a quelques petits trucs à dire, hein, et quand même c'est un peu long parfois, mais ça reste un exercice là aussi intéressant.
Et donc juste un dernier exemple pour conclure cette vidéo-là. Le reste, je le ferai dans une autre partie pour pas que ce soit non plus trop long à chaque fois. Donc juste un petit exemple. Alors, est-ce que j'ai la place je vais le faire là. Donc là, on est toujours dans le... attendez, j'ai encore perdu 2, 3, je sais plus combien. 2, 3, A. Donc 2, 3, A, autre exemple. C'est pas très long, hein. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, ça va nous amener petit à petit au 2, 3... j'allais dire B, mais je crois que B, il y a autre chose avant. Oui, là, on va même commencer à parler du 2, 3, C. Du 2, 3, alors, je sais pas s'il existe le C, enfin celui d'après, le 2, 4, pardon. On va même commencer à parler du 2, 4. Alors, je vais y venir. Déjà, je vais poser donc l'exemple. C'est pas très compliqué à comprendre. On prend donc une application qui va de R3 dans R de X. Donc, d'une part des vecteurs, de l'autre part des polynômes. Mais c'est une application qui ne va pas vous paraître très compliquée. C'est-à-dire que je prends donc un vecteur de R3 que j'envoie sur un polynôme qui justement va prendre comme coefficient les coordonnées de ce vecteur. Voilà, donc jusque-là, bon, pourquoi pas. Et donc, on va essayer de montrer que phi est un isomorphisme. Donc la question, ce serait ça, si elle devait être posée clairement. Montrons que phi est un isomorphisme. Voilà. Alors, c'est bien un morphisme déjà. Alors, je peux le démontrer si vous voulez, mais bon, en fait, c'est pas très violent. On a déjà fait ce genre d'exercice. Donc, premièrement, phi est bien un morphisme. Donc, elle est bien linéaire. En effet, si je prends donc lambda mu de constante, là je vais prendre dans R parce que tous mes espaces là, ils sont basés sur R. Et je prends U un premier vecteur, V un deuxième vecteur. Donc les deux appartiennent à R3, bien sûr. Et donc moi je veux montrer que phi de lambda U plus mu V est égal à lambda phi de U plus mu phi de V. Donc je me lance, phi de lambda U plus mu V. Je calcule, donc déjà, lambda U plus mu V, plus particulièrement, en fait, c'est le vecteur lambda A plus mu A', lambda B plus mu B', et lambda C plus mu C'. Voilà, donc en fait, je cherche à calculer l'image de ça. Et donc ça va être transformé, entre guillemets, par la fonction en un polynôme, qui aura donc pour coefficient les coordonnées du vecteur, c'est-à-dire... Enfin, si, il fallait des parenthèses. Voilà, donc lambda plus mu A' x carré, plus lambda B plus mu B' x, plus lambda C plus mu C'. Et ça, en fait, ça se décompose assez bien. Je vais mettre lambda facteur de tout ce que je peux. Donc, il y a ax carré plus bx plus c. Mu facteur de a' carré x, je vais mieux l'écrire, a' x carré plus b' x plus c'. Et il s'avère justement que ça, c'est phi de u, puisque c'est phi de ABC. Et ça, c'est phi de v, puisque c'est phi de a', b', c'. Donc j'ai bien la relation habituelle là pour montrer que phi est bien linéaire. Donc lambda, attendez, c'est vrai que j'écris en même temps que je parle, donc j'ai peur d'écrire des bêtises, voilà, c'est bon. Donc phi est bien linéaire. Bon, donc ça c'est bon. Du coup, comme elle est linéaire, je peux utiliser pour montrer qu'elle est bijective la caractérisation qu'on vient de voir et qui est justement, on l'a vu, assez puissante. C'est-à-dire que finalement, si j'arrive à montrer que la famille des images des vecteurs d'une base de R3 est une base de R2 de X, eh bien ce sera gagné, ce sera bijectif, et donc ce sera un isomorphisme. Et justement, alors si je prends une base de R3, tant qu'à faire, je vais prendre la plus facile, on m'en impose pas là, donc je vais prendre la canonique, hein, on va faire simple. Donc, soit, je vais l'appeler C cette fois, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Donc E1, E2, E3, donc la base canonique, alors je rappelle que c'est ça, hein. Voilà. Base canonique de R3. Voilà. Et donc je calcule f de E1
Alors f de E1, ben, c'est l'image donc de 1, 0, 0. Autrement dit, il ne reste plus que x carré. F de E2, il ne reste plus que x. Et f de E3, il ne reste plus que 1. Donc j'obtiens comme image des vecteurs, enfin comme famille des images des vecteurs de la base, de l'espace d'origine, x carré, x1. Et ça, ben justement, c'est la base canonique. Alors bon, parce que là, l'application est assez simple et elle est bien posée. Parfois, évidemment, vous obtenez quelque chose qui est... où il faut montrer quand même que c'est une base. Là, ça tombe tout seul, mais c'est un exemple. Hein, donc bon, c'est pour qu'on comprenne bien comment on peut utiliser ce qu'on vient de voir. Et donc ça, justement, c'est bien une base. Donc là, il n'y a plus qu'à dire... Or, x2, x1, je peux même l'écrire dans l'autre sens, est une base de R2 de x. Et donc, ben, j'ai envoyé une base sur une base. Donc, d'après la caractérisation, phi est bijective. Et donc, c'est un isomorphisme. Autrement dit, phi est un isomorphisme de R3 dans R2 de X. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appellera, je ne sais pas si on verra le terme cette année, mais c'est pas grave, on appellera l'isomorphisme canonique, justement. Parce que c'est celui qui envoie la canonique sur la canonique, et c'est celui le plus simple pour montrer justement qu'il existe au moins un isomorphisme entre ces deux espaces. Alors pourquoi c'est important justement? Quand vous arrivez à trouver donc un isomorphisme entre deux espaces vectoriels, et notamment quand ils sont en dimension finie, c'est encore plus intéressant. On verra très vite pourquoi dimension finie. On dira donc que ces deux espaces sont isomorphes. Donc ça porte carrément un nom bien précis qui est logique hein, par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc là, par exemple, on dirait que R3 et R2 de X sont isomorphes. Donc qu'est-ce que ça signifie grossièrement, si je dis les choses donc de façon assez vulgarisée, ça veut dire qu'ils ont le même type de structure. Autrement dit, les propriétés vectorielles que j'ai dans l'un, je vais pouvoir les transposer à l'autre. Et donc ça peut être assez intéressant, même si on n'ira peut-être pas jusque-là encore cette année, quoique parfois peut-être, ça peut être intéressant parce que finalement vous pouvez être amené à déduire des propriétés de l'un vers l'autre. Donc pas obligé de démontrer les propriétés partout, vous voyez. Alors là ça reste assez vague parce que je dis les propriétés, bon il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est l'idée. Et donc, on a en fait une structure qui est tellement similaire que du moment où ce sont des propriétés vectorielles, c'est-à-dire qu'elles font intervenir des combinaisons linéaires, etc., c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans le cadre vectoriel, on pourra donc avoir des transpositions comme ça, et donc avoir en gros un comportement similaire des deux ensembles. Alors, ils ne sont pas égaux, hein, attention, ils ne sont pas égaux au sens strict, parce qu'ils ne contiennent pas les mêmes types d'éléments, d'objets, mais en quelque sorte, ils sont égaux d'un point de vue vectoriel. Et donc, tout isomorphisme qu'on peut placer entre eux, et c'est comme un espèce de traducteur, de transpositeur, je ne sais pas si ça peut se dire, pour passer de l'un à l'autre, comme un espèce de traducteur d'un langage à un autre, mais qui seraient des langages équivalents. C'est-à-dire qu'on aurait finalement bien un mot qui correspond à un autre mot, voilà, une structure grammaticale qui correspondrait à la structure grammaticale en face, etc. Moi, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est ça l'idée, donc c'est ça qu'on va appeler donc des espaces isomorphes. Et on y viendra donc dans le j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, le 2, 4, si je me rappelle bien, donc la partie suivante. Voilà, donc dans la vidéo suivante d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Voilà, et donc si je reprends R3 et R2 de X, juste pour terminer, par exemple, si je prends, je vais l'écrire là en dessous, parce qu'à l'oral, c'est pas forcément clair. Si je prends trois vecteurs qui sont coplanaires, par exemple, dans R3, alors, je vais les prendre simples. Bon, là, l'isomorphisme est simple, alors c'est vrai que ça paraît logique, mais il faut bien imaginer que ça sera vrai aussi, même pour des isomorphismes moins évidents. Si par exemple, je prends ces trois vecteurs donc, dans R3, donc ils appartiennent tous à R3, ils sont coplanaires, donc je vais les appeler U1, U2, U3. Ils sont coplanaires puisque j'ai, oui c'est ça, j'ai U3 qui est égal à 1 demi de U2 plus U1. Donc, ils sont coplanaires. Alors, je ne fais pas les phrases, hein, mais vous me comprenez.
Et bien justement, si je prends leurs analogues en quelque sorte, leur traduction dans les polynômes, donc ce serait, alors pour lui, ce serait P1 égale x, pour lui, ce serait P2 égale x carré, pour lui, ce serait P3 égale donc 1 demi de x carré plus x. Donc là, j'ai juste appliqué phi, hein, ce sont les images. Ce sont les images par phi. Et bien justement, il va s'avérer que ceux-là aussi sont en quelque sorte coplanaires. Alors c'est vrai que c'est un vocabulaire qu'on a du mal à utiliser pour des polynômes, mais en fait c'est la même idée. C'est-à-dire que, enfin en tout cas ils sont liés de la même manière. Donc j'ai P3 qui est égal à 1 demi de P2 plus P1. Donc ils sont coplanaires aussi, et de la même manière, avec la même relation. Voilà, donc c'est bon, c'est un petit exemple anodin, mais pour étayer ce que je disais, illustrer. Voilà, bon, je pense que j'en ai assez dit. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, du coup. Et en espérant voilà, que vous tenez le coup et que ça vous semble quand même pas si étranger que ça, tout ça, et que c'est suffisamment clair. En tout cas, bien évidemment, je vous invite à revenir vers moi s'il y a des questions d'ordre même général ou plus particulière. Alors si c'est d'ordre général, ce sera plus simple quand on se verra, mais pour des questions en tout cas plus précises, n'hésitez pas même à m'écrire, il n'y a aucun souci, je serai disponible. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.